Bonjour chers amis, bienvenue à cette webconférence qui vient remplacer sous un autre format notre habituelle conférence Procléro du Cercle Interallié. Je vous salue tous très cordialement, tout en vous avouant ma frustration de ne pas pouvoir croiser votre regard, vous saluer par une bonne poignée de main et prendre de vos nouvelles. Mais j'espère qu'en septembre, nous pourrons reprendre le cours normal de nos conférences Procléro. Cette webconférence sera brève, pour ne pas trop en rajouter aux longues heures de travail que vous passez chaque jour sur vos écrans. Le but de cette conférence est de vous partager quelques éléments de réflexion concernant la crise entraînée par le Covid-19. Cette réflexion s'appuie sur un double regard, un regard sur la réalité concrète de cette crise et sur la manière dont elle est vécue, et un regard sur les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, qui, tout en offrant une grille de lecture de la crise, peuvent être source d'inspiration pour un renouveau de la société dans son ensemble. Et nous allons mener cette conférence à deux voix. Dans un premier temps, une quinzaine de minutes, M. Pierre Delauzun interviendra sur les diagnostics de la crise actuelle. Pierre Delauzun, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est connu par ses livres, mais avant cela, pour être un observateur averti et un analyste pertinent de la situation économique et financière, qu'il connaît bien pour avoir exercé de nombreuses fonctions de direction générale dans le monde bancaire. Dans un deuxième temps, aussi une quinzaine de minutes, j'interviendrai sur les espérances qui peuvent jaillir de cette crise. Évidemment, nos deux interventions ne pourront être qu'introductives. Sachez d'emblée que nous allons publier début juillet 2 numéros spéciaux des cahiers Pro Persona sur cette crise 2020. Bien sûr, ce que nous allons vous partager maintenant, de manière concentrée, il figurera de manière plus développée, avec d'autres points que nous laissons de côté ce matin, faute de temps. Afin d'enrichir notre réflexion, nous vous serions reconnaissants de nous partager la vôtre, soit sous forme de questions ou de commentaires que vous pouvez saisir dès maintenant à partir du bandeau de droite de votre écran. Tout en le saluant, je laisse la parole maintenant à Pierre Delauzun. Quels sont les diagnostics que l'on peut d'ores et déjà faire de la crise 2020? Bien, bonjour à tous. C'est une crise évidemment totalement exceptionnelle, non seulement par son ampleur, puisqu'on prévoit des baisses de PNB de plus de 10% dans le cas de la France, ce qui est sans précédent en temps de paix depuis 1929, mais aussi par sa cause, puisqu'on s'était habitué à l'idée qu'il y avait des crises économiques ou financières, mais pas de crise qui avait une origine complètement différente, même pas politique. Et il y a même une surprise par la disproportion entre la cause, qui est une épidémie certes particulièrement contagieuse, mais pas une épidémie terrifiante comme a pu être la peste ou d'autres équivalentes, et les faits, ce qui montre évidemment la fragilité de nos économies. Donc ça vaut la peine de réfléchir sur qu'est-ce que veut dire ce phénomène et quelles leçons on peut en tirer. Alors manifestement, il y a eu une défaillance majeure des politiques publiques. Mais cette défaillance majeure n'est pas quantitative, puisqu'il n'y a aucune corrélation entre les résultats obtenus dans la lutte contre le virus et l'ampleur des politiques de santé publique. On le voit déjà entre la France et l'Allemagne, où les dépenses sont à peu près les mêmes, mais les résultats incomparablement meilleurs dans le cas de l'Allemagne. Et on le voit aussi avec des pays beaucoup plus entraînés à ce genre de choses en Asie orientale, je ne parle pas de la Chine, mais des pays comme la Corée ou le Taïwan ou même Hong Kong, qui ont obtenu des résultats bien meilleurs que les nôtres avec des dépenses beaucoup plus faibles. Et donc, ça a mis en lumière un fait très important, c'est qu'avant toute considération sur la dépense publique, il faut regarder comment cette dépense est faite, c'est-à-dire quelle est l'efficacité collective. Et cette efficacité collective n'est pas corrélée, encore une fois, avec l'ampleur des dépenses. Il y a manifestement au moins une leçon, c'est que les pays moins centralisés, les pays qui font une part importante au secteur privé, se sont plutôt mieux débrouillés que les autres. Ça ne veut pas dire que le secteur privé soit la réponse, ça veut dire que l'organisation collective et la confiance mutuelle sont des facteurs importants de succès. Et bien entendu, ce que l'on constate malheureusement pour nous, c'est que cette différence d'efficacité se traduit aussi dans les résultats économiques. C'est-à-dire que les pays moins efficaces, c'est-à-dire en gros les pays latins d'Europe, France, Italie, Espagne, plus les pays anglo-saxons,
sont plus touchés économiquement, mais les pays latins sont nettement plus touchés économiquement que les pays anglo-saxons, qui ont partiellement bénéficié du fait que leur souplesse au moins laissait à l'économie la possibilité de respirer, ce qui n'a pas été le cas des nôtres. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. L'un des problèmes est manifestement la manière dont on gère les budgets et on les contrôle, c'est-à-dire la méthode budgétaire. En gros, la méthode budgétaire, ça consiste à appuyer, et quand ça fait très mal et que les gens se mettent à crier, on arrête la pression, et que là où il n'y a pas trop de résistance, on peut y aller. Alors, bien entendu, quand il y avait des stocks de masques, personne n'a résisté et s'est mis à hurler dans la rue parce que les stocks de masques disparaissaient. Et donc, de ce fait, les stocks de masques ont pu complètement disparaître. Donc, nous avons manifestement à réfléchir, avant toute chose, sur notre culture collective, la manière dont nous vivons ensemble. Nous avons eu des résultats tout à fait remarquables dans le dévouement personnel des gens. Tout le monde a souligné, par exemple, sur ce plan-là, à quel point on pouvait compter sur les soignants et sur beaucoup d'autres gens, depuis les livreurs, les éboueurs et autres. Et simultanément, au niveau collectif, on avait une lourde machine. Je ne me permettrai pas de faire une comparaison avec l'Union soviétique, mais enfin, je l'ai fait implicitement. Il y a manifestement un problème du côté de l'État. Alors, c'est d'autant plus important qu'évidemment, toute cette crise signifie aussi un retour massif de l'État, puisqu'on a eu une intervention de l'État dans la vie collective, et notamment dans la limitation des libertés publiques, qui est elle aussi sans précédent. Même pendant la guerre, à bien des points de vue, les libertés d'aller et venir subsistaient plus qu'elles ne l'ont fait pendant cette période, certes courte, mais quand même tout à fait extraordinaire au sens étymologique. Donc il y a manifestement là-dessus un contraste assez frappant entre d'un côté ce qui est attendu et ce qu'a pu faire ou dû faire l'État et manifestement des défaillances qui ne sont pas spécifiquement françaises, mais qui se retrouvent dans beaucoup de pays. Et nous sommes certainement parmi les pays qui, sur ce plan-là, ont plus à se reprocher. Alors, l'État, d'ailleurs, est intervenu massivement dans un domaine sur lequel il a une grande expertise, c'est-à-dire la dépense, puisque nous avons l'État qui a le record des dépenses de tout le monde développé. Et nous constatons, bien entendu, une pression politique pour accroître ces dépenses. Cette pression est complètement compréhensible, puisque tout le monde souhaite passer le cap de cette situation, mais en même temps, nous voyons bien que nous courons le risque, souligné par énormément d'observateurs, d'ajouter encore de la dépense publique à de la dépense publique, de la dette à de la dette, et avec une tentation d'attendre de l'État de régler tous les problèmes qui peuvent se poser. Là encore, l'origine non économique de la crise est défavorable, puisque quand la crise, par exemple, venait de la finance, on pouvait dire, ah ben voilà, on a un bouc émissaire, c'est la finance, il faut mettre la finance au pas. Tandis que là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc, chaque partie de la société peut se dire, c'est pas ma faute, c'est pas de mon fait que je suis en train de souffrir. Donc, j'attends de la puissance publique quelque chose. Simplement, évidemment, si l'on ajoute toutes ces demandes les unes aux autres, on va avoir un effet de pression qui va contribuer à accentuer massivement des déséquilibres qui existaient déjà, mais qui vont se retrouver renforcés. Alors, une autre leçon sur laquelle je n'insisterai pas parce qu'elle est bien familière à tous, c'est que tout le monde a pris conscience des limites et des dangers d'une certaine forme de mondialisation, c'est-à-dire d'une production avec des flux tendus, une division du travail extrême et une concentration des fournisseurs, parfois même un seul pays, la Chine pour ne pas le nommer, mais d'autres éventuellement, aussi bien dans des choses toutes simples comme les masques que, par exemple, pour tout un ensemble de composants pharmaceutiques dont on s'est aperçu qu'on ne les produisait plus et qui n'étaient plus produits qu'en Chine. Ce n'est pas nécessairement qu'il y ait eu mauvaise intention de la Chine, mais il y a bien des moments, et sur un certain nombre de produits, la Chine ne pouvait plus livrer. Donc la notion de dépendance est réapparue, et donc le besoin d'une réflexion stratégique pour savoir où est-ce que nous sommes dépendants et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que dans certains cas, on peut produire, mais dans d'autres cas, il faut faire des stocks, et dans d'autres cas, enfin, il faut trouver un moyen de tourner le risque qui vient de la dépendance. Alors,
bien entendu, comme je l'ai indiqué, cela venait sur le plan financier sur une situation de surendettement, et une situation de surendettement qui va être massivement aggravée. Et elle est massivement aggravée d'une manière qui n'est pas facile à expliquer à la population, puisque là où on expliquait il y a quelques mois que telle et telle dépense était impossible et qu'il n'y avait pas, pour reprendre l'expression qui a été utilisée, il n'y avait pas d'argent magique, maintenant on se trouve dans une situation assez notablement différente où on a l'impression que précisément il y a de l'argent magique. Alors les uns tentent d'oublier le problème s'accumulant sur les autres et les autres cherchent des solutions elles-mêmes de type magique, notamment monétaire, c'est-à-dire l'idée de monétisation de la dette ou autres, qui sont des idées qui atteignent assez vite leurs limites. Là, on pourra en reparler un petit peu plus dans le détail, mais qui sont des idées qui, de toute façon, ne donnent pas une solution permanente, parce que personne n'imagine que l'on puisse, comme dans le second Faust avec Méphistophélès, fabriquer de la richesse à partir de rien de façon indéterminée et indéfinie. Donc, nous avons une dette qui s'accumule et nous avons, dans un certain sens, aggravé les défauts de la situation antérieure. Alors, tout ça, évidemment, c'est dans la sphère économico-financière, mais derrière la sphère économico-financière, on a des personnes qui ont un peu souffert, moyennement souffert déjà, mais qui risquent de souffrir encore plus. Le ministre des Finances, M. Le Maire, le souligne régulièrement et a raison. Nous avons devant nous, effectivement, un choc accentué et qui va être évidemment variable selon les catégories de personnel. Nous allons évidemment un risque de remontée du chômage, mais nous avons aussi un risque de différenciation considérable selon les secteurs économiques. Il est clair que être un indépendant, qu'il s'agit d'un freelance quelconque ou d'un café-restaurant ou d'un magasin non alimentaire quelconque, est beaucoup plus risqué dans ces circonstances-là que d'être le salarié d'un très grand groupe industriel ou financier. Et donc, nous avons manifestement devant nous une différenciation avec une partie de la population qui, là aussi, va attendre une solidarité de l'État et qui, en plus, population est importante sous un autre aspect, c'est que c'est la population qui joue un rôle dans le lien social, puisqu'évidemment, ce sont ces organismes-là, ces entités-là ou ces personnes qui jouent un rôle dans ce que nous ressentons comme étant la vie collective et qui vont être très fortement secouées. Alors, un côté positif, en revanche, évidemment, et que beaucoup ont souligné et que j'évoquais tout à l'heure, c'est la prise de conscience de l'importance vitale de certains métiers, les soignants, les éboueurs, etc. Et donc, la possibilité d'une remontée, je dirais, dans la considération collective, qui aura besoin de se traduire financièrement aussi, mais qui est un facteur très important. Mais je voudrais citer aussi d'autres éléments qui sont apparus et qu'on a moins soulignés. Il y a évidemment toute la problématique des personnes âgées, puisque d'un côté, par un certain aspect, on a confiné le pays pour sauver des vies, et ces vies étaient principalement des personnes âgées. Ce qui en soi est un geste qui comporte une dimension réelle de générosité, de solidarité. Et de notre côté, on a vu dans ce qu'on appelle maintenant les EHPAD, dans les maisons de retraite pour personnes dépendantes, il y a eu manifestement une partie importante des décès en France qui sont des personnes qui n'ont jamais eu accès à l'hôpital. Nous avons aussi un autre aspect qui n'est pas du tout souligné, qui est que chacun étant confiné, mais chacun s'est retrouvé en famille. Et on a retrouvé l'importance aussi sur ce plan-là du lien de la famille et des solidarités familiales. Donc, il y a une remise sur la table de facteurs mis dans un ordre différent de celui dans lequel on les percevait avant, qui est un facteur très important. Et donc maintenant, nous nous trouvons en un sens à la croisée des chemins. Nous pouvons d'un côté continuer comme on l'a fait avant et aggraver nos déséquilibres, aggraver le poids d'un État centralisateur et autoritaire et aggraver la dépense publique et évidemment la dette qui s'ensuit et la fuite en avant dans l'espoir que ça se résoudra monétairement.
ou de l'autre côté, évidemment, un sursaut collectif de prise de conscience de la nécessité à la fois de plus de solidarité, mais d'une solidarité beaucoup plus efficace, beaucoup plus probablement subsidiaire au sens de la doctrine sociale, et qui permettent à ce moment-là aux uns et aux autres de participer plus activement à un monde évolué et différent, et intégrant aussi d'autres facteurs qui n'étaient pas directement en cause ici, comme par exemple tout ce qui est écologique, mais qui évidemment est une dimension importante de notre réflexion pour l'avenir. Donc voilà, je dirais quelques points très rapides qui sont probablement assez familiers pour beaucoup d'entre vous et qu'il est important d'avoir à l'esprit. Et je repasse la parole à Jean-Pascal André pour la suite, c'est-à-dire les voies de l'avenir. Merci beaucoup. Merci Pierre Delozin pour votre intervention. Sans transition, je vous partage l'espérance qui m'anime face à cette crise. Le pape Benoît XVI d'abord rappelait qu'en réponse à la crise de 2007-2008, il fallait avoir le courage d'innover, de penser de nouveaux modèles économiques et financiers. Quant à lui, le pape François, dans Laudato Si, invitait toute l'humanité à adopter un nouveau style de vie. Et il me semble que cette crise de 2020, parce qu'elle est mondiale et parce qu'elle touche presque tout le monde et presque tous les secteurs, est une opportunité pour s'interroger sur les nouveaux modèles dont notre monde d'aujourd'hui et de demain a besoin. Et j'aimerais en décliner avec vous 5. D'abord, le premier, un nouveau style de vie, un style de vie qui soit centré sur la personne humaine. Le confinement a marqué un coup d'arrêt net dans la manière de vivre et de travailler. Pour beaucoup, de nombreuses questions existentielles se sont posées. Par exemple, pourquoi et pour qui est-ce que je vis au fond? Pour qui est-ce que je compte vraiment? Quelles sont les relations qui comptent vraiment pour moi? Après quoi est-ce que je cours toute la journée? Quel est le sens de mon travail? Est-il vraiment utile? Qu'est-ce que je veux vivre désormais? À quoi suis-je appelé? Où est-ce que je veux mettre mes priorités à l'avenir? Cette prise de conscience a ouvert un espace de liberté dans le cœur de beaucoup de nos contemporains. Une aspiration à un nouveau style de vie jaillit, comme si ce qui était inenvisageable avant la crise devenait désormais envisageable et même la chose à faire. Pour fonder ce nouveau style de vie, il faut partir du premier principe de la doctrine sociale de l'Église, qui est la personne humaine, son identité et sa vocation. Chacun doit prendre le temps de se réapproprier ce qui fait sa dignité la plus profonde, sa rationalité, sa raison, pour réfléchir à ce qu'il est bon de vivre et de faire, sa liberté d'action pour innover et d'une certaine manière reconfigurer sa vie en posant des actes bons, son besoin et sa capacité à nouer des relations durables avec autrui pour être non seulement solidaire, mais pour décider de vivre à l'égard de quiconque un amour authentique. Son ouverture à la transcendance pour prendre toujours plus la mesure de son origine et de sa finalité qui le dépasse et qui lui donne le sens plénier de sa vie. La crise fait émerger chez beaucoup un retour à l'essentiel. Et ce nouveau style de vie doit donc traduire les vrais besoins de l'homme. Cela touche à la manière de vivre, nouveau rapport au temps, moins de stress et de pression, manière de consommer, plus naturelle, plus qualitative, plus locale, de se déplacer, plus attentif à l'environnement, plus de partage de transport, la manière de vivre les relations, plus de proximité, plus de qualité, plus de gratuité, plus de solidarité, la manière même de se détendre, sport, repos, joie simple. Et il me semble que, en plus de ces éléments, ou au cœur de ces éléments, il y a 2 points forts qui émergent de l'expérience du confinement. D'abord, la famille et la redécouverte de son rôle indispensable. La présence de la famille a été un soutien précieux pendant le confinement et son absence, une épreuve plus douloureuse que jamais. Cette expérience montre que ce nouveau style de vie
ne peut que donner une place centrale à la famille comme sanctuaire des relations vitales pour l'homme. La dimension nucléaire de la famille a été vécue de manière plus profonde, ainsi que la dimension intergénérationnelle de la famille. Autre point important qui émerge de ce confinement, le travail. Le travail et sa place dans la vie de l'homme. Non seulement le travail s'est arrêté net, ou s'est transformé en télétravail, non seulement certains métiers peu valorisés habituellement se sont avérés décisifs durant la crise, Pierre Delozin l'a rappelé, le personnel soignant, les agriculteurs, les livreurs, les éboueurs. Non seulement cette crise peut accélérer un processus de destruction massive d'emplois, sans compter ceux qui disparaissent au fur et à mesure des innovations technologiques, même si ces dernières en créent aussi de nouveaux. À tout cela, il faut ajouter que tant de personnes souffrent dans leur travail en ne parvenant pas à harmoniser leur vie professionnelle avec le... Je vois que non, Pascal André Dumont a été déconnecté par problème de connexion Internet, ce qui montre d'ailleurs que les vulnérabilités ne se limitent pas au sanitaire, mais à beaucoup d'autres domaines. Je vois en même temps qu'il y a pas mal de questions, alors nous n'aurons pas vraiment le temps de répondre aux questions, mais je peux évoquer telle ou telle question qui a été posée. Je vois notamment, par exemple, l'évocation de l'opposition entre latin et anglo-saxon que j'avais évoqué comme catholique et protestant. Je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne coupure. Quand vous regardez le gros de l'Europe, du centre, du nord et de l'est, leurs résultats sont bien meilleurs. Or, vous avez à la fois des pays catholiques, des pays protestants et divers. Je ne suis pas sûr que la corrélation soit exactement celle-là. Et en fortiori, si vous prenez les pays d'Asie orientale. Il y a vraiment une réflexion à avoir, notamment sur l'Asie orientale, qui nous a donné vraiment un exemple. Le très petit nombre de victimes qu'il y a eu en proportion et le maintien d'une vie publique relativement vivante montre que l'on peut arriver à vivre collectivement, à fonctionner collectivement beaucoup mieux. Et dans ces facteurs-là, il y a le rôle évidemment de ce qui est public, de la puissance publique, de ce que j'avais souligné tout à l'heure sur la tendance à un rôle un petit peu jacobin de notre système public, mais il y a aussi le degré d'intériorisation, non pas tellement de normes venues d'en haut, mais du souci de l'autre. Si vous voulez, en Asie, il est quand même caractéristique que les personnes, quand elles ont une grippe ou un rhume, mettent un masque pour protéger les autres. Parce que le masque ne sert pas tellement à se protéger, mais à protéger les autres. Et donc, il y a sur ce plan-là une manière de concevoir la vie en commun sur lequel aussi nous avons besoin de réfléchir pour voir comment on peut progresser par rapport à la situation où nous en sommes. Une autre question qui a été posée, donc toujours en attente de don Pascal André, c'est quelles sont les causes. Je vois une question par exemple sur le lien entre les limites de notre appareil public et la mondialisation. Alors à la fois c'est différent puisque tout le monde sait que notre tradition étatique remonte à bien avant la mondialisation récente, et en même temps il y a un certain lien parce que face à la mondialisation, il est clair que la pression de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ou en souffrent, ou sont mal à l'aise, ou sont inquiets pour une dépense publique se fait plus forte. Et donc ça renforce de manière significative l'appel à l'État que je signalais tout à l'heure. Et donc là, il y a une sorte de dialectique probablement plutôt mauvaise, en tout cas défavorable, qui s'instaure. D'un côté, il est normal et naturel que les personnes recourent à la solidarité nationale, qui est la seule solidarité agissant puissamment dans leur vie, qui fait que le niveau de vie des Français vient d'abord du fait qu'ils appartiennent à la communauté française. Mais de notre côté, il y a tendance à ce que cette solidarité prenne une forme dangereuse qui est simplement le toujours plus de dépenses. Donc, une question importante. Je notais une autre question aussi, qui est la question de la monétisation de la dette. Parce que vous savez que la Banque centrale européenne détient actuellement
plus de 20%. Elle avait déjà 20% de la dette française juste avant la crise et doit être sensiblement au-delà aujourd'hui. Il est clair que on pourrait imaginer qu'elle garde ces 20% indéfiniment. Les annuler non, parce que ça créerait un effet choquant de perte au niveau de la Banque centrale. Les garder indéfiniment, on peut l'imaginer. Le faire sur l'ensemble de la dette et imaginer que ça n'aura pas de conséquences sur la monnaie serait, à mon avis, très illusoire. Mais si en plus on imagine que on pourra faire ça indéfiniment, là évidemment c'est pas possible. Vous retombez sur Méphistophélès, c'est magique pendant un temps et puis à un moment donné la réalité reprend ses droits, puisque si vous créez de la monnaie mais que vous ne changez pas de manière corrélative la somme des richesses disponibles, des richesses réellement disponibles, forcément à un moment donné quelque chose se produit et très probablement une relance de l'inflation, même si c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, tout ça me paraît très très important. Alors, il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé, qui est évoqué par plusieurs questions, qui est le rapport entre le niveau européen et le niveau national. Ce qu'on a revu, évidemment, c'est que le lieu de solidarité, non seulement financière, mais aussi en termes de décision, c'est-à-dire nous sommes sous la même souveraineté, est au niveau national. Il y a eu indéniablement un raté à l'allumage au niveau européen, puis un réveil partiel et récent, donc qui aide, qui a bien montré ce qu'est avant tout l'Europe, c'est-à-dire un lieu de coopération, notamment entre les pays, mais que le point numéro un, c'est quand même celui qui décide. C'est celui qui décide en dernière analyse. Dans ces cas-là, ça reste le niveau national. Et encore une fois, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, qui est d'en faire le Deus ex machina absolu. Encore une fois, les pays qui ont su associer les forces vives de leur nation ont eu plutôt de meilleurs résultats que ceux qui ont opéré, je dirais, de manière un peu soviétique par en haut, avec une remontée de la totalité des problèmes et des décisions. Il y a évidemment un autre point aussi qui est évoqué et qui est important, qui est la question des modalités de réduction de notre dépendance. Autrefois, on avait ça par exemple, au secrétariat général de la défense nationale ou ailleurs, une réflexion sur les vulnérabilités. Cette réflexion existe toujours, mais elle n'est pas intégrée dans la vie collective. Or, elle devrait l'être beaucoup plus, puisqu'évidemment, nos concitoyens, enfin nous tous, nous ne sommes pas en état de mesurer directement ces vulnérabilités, mais nous voyons l'effet qu'elles peuvent avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, dans un certain nombre de cas, rapatrier les productions. Ça peut être aussi utile dans des domaines où l'on considère qu'il est bon que cette activité existe sur le territoire national, par exemple en matière agricole. Ça peut être, dans certains cas, de diversifier les fournisseurs. Et ça peut être, dans d'autres cas, de constituer des stocks. On a traditionnellement des stocks stratégiques de pétrole ou autre. Donc, il y a toute une réflexion à avoir. Et il y aurait besoin, évidemment, que cette réflexion-là se fasse de manière autant que possible publique. Il ne s'agit pas de tout mettre nécessairement, ce qui est techniquement compliqué ou forcément plus secret que sur la table, mais l'essentiel doit être à la disposition des citoyens parce que ça les concerne tous. Si un problème se produit, c'est tout le monde qui va être touché. Quelqu'un pose la question aussi de la réduction des effectifs de l'administration. Malheureusement, c'est une excellente question. C'est-à-dire que si d'un côté, vous augmentez les rémunérations, par exemple, des infirmières qui sont notoirement moins bien payées par rapport à la moyenne nationale qu'elles ne le sont en Allemagne, vous allez augmenter évidemment les dépenses. Et si vous voulez que globalement, nos dépenses, qui sont le record des pays développés, restent contenues et tendent plutôt à diminuer, il faut réduire les dépenses ailleurs. Et donc faire des économies ailleurs. Et c'est là aussi où il y a un besoin de mettre les choses plus sous la table au lieu d'opérer par la méthode purement budgétaire, parce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi d'un côté, on fait beaucoup plus pour certains, parce qu'ils étaient maltraités, ou en tout cas pas aussi bien traités qu'ils auraient dû l'être, et pour d'autres, où l'on constate qu'ils sont moins prioritaires dans ce qu'ils font aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins prioritaires en tant que personne, mais moins qu'ils sont aujourd'hui qu'ils ne l'étaient que d'autres, avec d'autres priorités.
c'est des choix qui sont lourds et ce sont des choix essentiellement politiques. On voit bien que la nature même de cette crise remet le politique au centre et donc, idéalement, le débat politique au bon sens et au sens sain du terme. Et donc, nous avons ce travail collectif à faire et comme le développé dans Pascal André, j'espère qu'il va revenir là bientôt, mais pour moi, dans les informations que j'ai, il ne l'est pas. Donc, je voudrais reprendre cette question-là. La doctrine sociale de l'Église, précisément, nous offre le bon moyen, c'est-à-dire ce qui n'est non pas des recettes, non pas des solutions techniques, mais dans une certaine mesure des références et des principes, et donc presque un état d'esprit. Prenons le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, qui a l'inconvénient d'être un mot un peu compliqué, mais la subsidiarité, c'est bien le fait de la confiance. C'est-à-dire le fait de comprendre qu'une personne humaine, non seulement doit être respectée dans son autonomie, mais qu'il est collectivement bon que cette autonomie existe. À condition, bien entendu, que ce soit une autonomie non pas d'individus isolés, mais le rôle l'autonomie d'une personne insérée dans une société. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec les pays asiatiques, c'est une personne responsable par rapport aux autres. C'est-à-dire responsable, c'est-à-dire tout simplement qui se dit je dois répondre de ce que je fais, de son impact sur les autres. Nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui avec toutes les questions que peut poser le comportement des uns ou des autres, le port du masque dans certaines circonstances et ainsi de suite. Nous dépendons les uns des autres et donc nous sommes responsables les uns des autres. Et c'est une dimension qui est évidemment très importante dans la reconstruction qui, dans une certaine mesure, va être notre travail sur l'avenir. Je vois aussi une question qui porte sur les pays en développement et notamment sur l'Afrique. Il est de fait que nous avons des situations très contrastées dans les pays en dehors du monde développé. D'un côté, une Amérique latine où on voit une montée assez forte de l'épidémie, de notre côté, une Afrique moins touchée par la pandémie elle-même. Mais comme l'indique la question, va y avoir en revanche un effet économique assez violent. Autrement dit, cette crise sanitaire opère un peu comme une crise allergique où la réaction allergique du corps peut être plus dangereuse que le venin lui-même. Et dans une certaine mesure, au niveau de l'humanité, la réaction collective fera un effet beaucoup plus violent pour la plupart des gens que n'était le danger direct. C'est pas pour minimiser le danger direct, qui est évidemment réel, mais pour souligner que la réaction va être importante. Et là, ça va jouer souvent dans les endroits auxquels on ne s'attend pas. C'est-à-dire que les pays en développement, comme on disait, et certainement notamment les pays d'Afrique, vont souffrir de manière importante du ralentissement sans précédent de l'activité dans les pays occidentaux. Je voyais aussi une question sur le fait que on avait, dans le fond, arrêté l'activité pour sauver une minorité de personnes. Je l'avais souligné tout à l'heure, il y a effectivement une dimension là-dedans qui est tout à fait estimable d'un côté, mais d'un autre côté, il y a une sorte de disproportion. Et ça doit nous conduire d'abord à réfléchir, à savoir comment nous préparons. Et donc justement, ça fait une excellente transition pour redonner la parole à don Pascal André. Merci pour votre patience. Non, merci à tous, je suis vraiment confus, j'ai tout à lâcher. Donc, comme je suis un très bon technicien, il a fallu beaucoup d'aide pour que je revienne sur le plateau. Bon, excusez-moi, ça découle un petit peu la discussion. Je reprends mon propos peut-être, sans prendre trop de temps supplémentaire sur le vôtre. Je parlais de ce nouveau style de vie et en disant que le travail a sa place dans la vie de l'homme. Avec ce travail qui a été beaucoup bouleversé, on peut dire que le travail aujourd'hui, il est un peu sans dessus dessous. Il faut ajouter que tant de personnes souffrent dans leur travail et qu'aussi, on se pose la question aujourd'hui de l'avenir du travail. Est-ce que le travail est l'avenir de l'homme? Est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à lui donner un revenu universel? Donc, ce travail a besoin d'être repensé dans ce nouveau style de vie. Il est nécessaire de réfléchir à la relation profonde entre le travail
et l'homme, ce lien essentiel entre le travail et la dignité de l'homme. Ça, je pense que c'est un phénomène essentiel. Le deuxième point qui est important dans ces nouveaux modèles, après le nouveau style de vie, c'est le nouveau modèle de société. Une société solidaire, j'appellerais centripète. Le pape François ne cesse de répéter que tout est lié, et la crise actuelle en est une démonstration flagrante. On est passé d'une crise sanitaire locale à une crise économique, sociale et financière mondiale. En fait, qu'on le veuille ou non, à tout niveau, les hommes, les sociétés, les économies, les entreprises, les institutions financières, les pays sont liés les uns aux autres. Est-ce qu'il n'est pas temps de laisser tomber ce modèle de société à bout de souffle qui, rongé par l'individualisme, creuse de manière exponentielle les disparités en tout genre jusqu'à créer des formes d'exclusion insoutenables? On voit bien que la somme des intérêts individuels, la notion d'intérêt général, d'utilité sociale, ne suffisent pas en fait à la cohésion sociale. Tout cela appelle un nouveau modèle de société construit sur cette solidarité fondamentale entre tous les hommes, à partir de laquelle doit se forger une conscience collective d'un bien commun à respecter et à servir. Dans Laudato Si, en 2015, le pape François a appelé à sauvegarder ce bien commun par excellence qu'est la maison commune. Il s'agit bien sûr de l'environnement, l'environnement au centre duquel se trouve la personne humaine, dans ses besoins vitaux, dans son bien, dans sa qualité de vie, dans son épanouissement, et la personne humaine faisant corps avec toutes les autres en travaillant avec elle à une société fondée sur la justice et la paix. Ce nouveau modèle de société coïncide avec ce que le pape François appelle l'écologie humaine intégrale. Mais il ne pourra être que le résultat de l'alliance entre, d'un côté, l'application du principe de subsidiarité dans l'organisation de la société, et Pierre de Lausanne en a parlé tout à l'heure, et de l'autre, la participation responsable de chacun personnellement et selon ses capacités et la responsabilité de tous les corps intermédiaires. Le confinement a montré que les pays organisés selon le principe de subsidiarité et donc avec un sens des responsabilités plus proche des réalités du terrain ont été plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Et ils seront probablement aussi ceux qui dépasseront le plus vite les conséquences douloureuses de cette crise, comme d'ailleurs de toute crise. La crise sanitaire a montré aussi que la participation de chacun par ses comportements responsables était nécessaire pour en sortir. Donc ce nouveau modèle de société est à construire à partir d'en bas, au plus près de la personne humaine et de son tissu de relations. Il s'agit de passer d'un modèle de société centrifuge, c'est-à-dire qui rejette sur les périphéries ceux qui ne correspondent pas à la norme sociale, à un modèle centripète qui accueille en son sein même les personnes les plus fragilisées, que ce soit les personnes âgées, handicapées, marginalisées, de toutes sortes de manières. Il s'agit de passer d'une société d'exclusion à une société d'inclusion. Donc un nouveau style de vie, un nouveau modèle de société. Troisièmement, un nouveau rôle de l'État concentré et efficace. À force de vouloir tout faire et tout tenir, l'État finit par mal faire ce que lui seul peut et doit faire. Un État tentaculaire et dispersé est d'autant plus vite mis à terre qu'il n'est pas capable de discerner là où sont les dangers réels et qui n'est pas assez souple pour pouvoir réagir vite et fort et bien. Il prend alors le risque de décisions décalées, voire brutales, avec des contradictions dans ses options et dans sa communication. Cette crise a révélé plus que jamais le besoin d'un État concentré et efficace. En effet, il ne s'agit ni de se perdre dans le rêve ultralibéral de la disparition de l'État, ni de renforcer l'idée d'un État-providence qui doit tout faire et tout porter. L'État payera quoi qu'il en coûte. Cette phrase martelée dès le début de la crise par les plus grands représentants de l'État peut rassurer dans un premier temps, mais à la réflexion, elle soulève beaucoup de questions et d'inquiétudes. Pierre de Lausanne en a parlé tout à l'heure. Elle pourrait être très lourde de conséquences politiques à l'avenir si elle devenait l'antienne de tous les mécontents. Donc un État plus subsidiaire permet que les décisions se prennent par ceux qui sont au plus près des situations concrètes. En retour, délaissé de tout ce qui peut être fait et porté par la base, l'État peut plus se concentrer sur ses missions fondamentales et y être plus ambitieux, plus prospectif, plus créatif. L'État est face à de nombreux défis qui ne relèvera pas en se contentant de dépenser plus, mais en cherchant résolument à dépenser mieux.
Il suffit de penser à l'endettement public, à la création de monnaies systématiques qui créent une pollution durable de tout le système. L'État doit être concentré et efficace pour affronter cette question essentielle de l'écologie de la dette publique. Quatrième point, il faut aussi une nouvelle économie, qu'on peut appeler l'économie du bien commun. La crise de 2020 a révélé les défaillances d'une économie marquée par les excès de la mondialisation, qui a perdu le sens du bien commun et a oublié qu'elle est en fait au service d'un peuple pour satisfaire ses besoins vitaux et assurer ce qui est nécessaire à son développement. Il en va de la responsabilité morale des décideurs économiques et financiers d'élaborer un nouveau modèle économique fondé sur le bien commun. Dans cette perspective, il leur faut tenir ensemble deux réalités. D'un côté, réduire la vulnérabilité de l'économie en rapatriant les lignes de production qui sont jugées vitales ou en étant à même de les recréer, ou au moins en diversifiant les fournisseurs ou en constituant des stocks de précaution. Et d'un autre côté, poursuivre une coopération économique européenne et internationale, car il est impossible qu'un pays puisse produire lui-même tous les produits dont il a besoin pour le bien commun de son peuple. Chaque pays doit être assez fort économiquement pour défendre ses intérêts stratégiques majeurs, sécuriser autant que possible les activités indispensables à sa vie collective et en même temps continuer à contribuer à son propre développement et à celui des autres pays en échangeant des biens et des services avec eux. Dessiner une économie du bien commun implique une stratégie économique faisant entrer en jeu prioritairement ce critère du bien commun avant ceux habituellement retenus du profit et de la rentabilité. Mais la responsabilité ultime appartient au pouvoir politique qui doit faire en sorte que le bien commun soit promu afin que l'économie soit au service des communautés qui en vivent. Une économie du bien commun est nécessairement complexe, évoluée, diversifiée, ouverte, concurrentielle et solidaire, mais peut-être un peu plus solidaire et un peu moins concurrentielle. Une économie du bien commun peut prendre des formes très variées, une économie responsable, ESG, une économie sociale et solidaire, une économie verte, une économie circulaire, une économie bleue qui consomme ses propres déchets et encore bien d'autres formes à innover demain. Mais une économie nouvelle n'est possible que s'il y a une nouvelle finance, c'est mon cinquième point, que j'appellerai la finance intégrale. La finance, c'est celle qui rend tout possible. En cela, elle joue un rôle de premier plan. La crise de 2020 manifeste combien l'investissement du secteur financier est absolument nécessaire pour la reconstruction des économies. Dans ce contexte, et plus que jamais, la finance doit mener une réflexion en profondeur sur sa propre raison d'être. Une nouvelle finance avec une finalité nouvelle doit en sortir, la finance intégrale, à savoir celle qui pense son engagement aux côtés des acteurs de l'économie comme un service en vue du développement humain intégral. La situation présente est un test éthique pour la finance et pour sa capacité à se transformer en profondeur en vue de mieux servir le bien de la société. En conclusion, un nouveau style de vie, un nouveau modèle de société, un nouveau rôle de l'État, une nouvelle économie, une économie du bien commun, une finance intégrale, ce sont beaucoup de changements à opérer, beaucoup de nouveautés à élaborer. Beaucoup y aspirent et veulent y contribuer, en particulier dans la jeune génération. Pour que cette espérance puisse s'accomplir, il faut trois choses. Un esprit et un cœur nouveau. Le changement ne sera réel et fécond que s'il s'accompagne d'une transformation intérieure de chacun. Il faut un changement de regard, un changement de mentalité, un changement de priorité. Il faut aussi l'humilité de se laisser éclairer et inspirer, en particulier par le trésor de sagesse que constituent les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église. Et il faut un effort personnel et collectif pour définir un nouveau pacte entre la société et l'État, fondé sur la primauté de la personne humaine, avec le bien commun comme finalité, la subsidiarité et la participation responsable de tous comme modèle d'organisation et la solidarité comme état d'esprit permanent. Vous voyez, chers amis, il me semble que le temps est venu de baisser les masques.
de stimuler les intelligences, d'ouvrir les cœurs et de retrousser les manches. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Je vois, on a déjà dépassé le temps, mais je vois une question qui se pose. Est-ce que tout cela n'est pas un rêve difficile à réaliser? Oui, c'est difficile à réaliser, mais non, ce n'est pas un rêve. Je dirais même que certaines choses sont déjà en route. Par exemple, le nouveau style de vie. Certes, il est plus difficile pour les adultes un peu plus avancés en âge de changer de style de vie. Par contre, du côté des jeunes, on voit qu'ils veulent vivre différemment de leurs parents. Ils sont déjà en train de vivre selon un nouveau style de vie. Sur la question du nouveau rôle de l'État, il y a déjà des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, qui sont organisés selon le principe de subsidiarité et de participation. Donc ce n'est pas un rêve. Il y a aussi de nombreuses pierres d'attente. L'idée d'une économie du bien commun est par exemple portée, aujourd'hui en France en particulier, par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et cette idée gagne du terrain peu à peu. La finance intégrale est une tendance marginale, certes, dans le monde de la finance, mais elle progresse peu à peu. Les actuels étudiants en finance sont attirés par toutes les innovations financières qui vont dans le sens d'une finance responsable. Ils n'aspirent plus beaucoup à aller travailler dans la grande industrie de la finance, ils préfèrent les startups qui mettent en place une finance de proximité, une finance concrète. Les jeunes ne veulent plus d'un travail qui n'a pas de sens pour eux. Cela signifie que leur travail aura besoin d'être en adéquation avec leur style de vie. Et ça, c'est un changement dont on n'a pas encore mesuré les conséquences. Donc tout cela n'est pas un rêve pour moi, c'est une réelle espérance et il faut qu'elle s'accomplisse si on veut éviter que ces tendances de fond convergent dans le chaos, dans des conflits sociaux de grande ampleur. Les Gilets jaunes en ont déjà donné un avant-goût. Donc je reste convaincu qu'il faut se retrousser les manches pour que cette espérance devienne une réalité. Voilà, on va terminer là parce que j'ai déjà abusé de votre temps, surtout en vous ayant quitté de manière impromptue. On n'a pas le temps de répondre à toutes vos autres questions et vos commentaires, mais sachez que tout ça, tout ce que vous avez envoyé, et j'en vois plein qui défilent, c'est pas perdu. Nous allons récupérer toutes vos questions, tous vos commentaires, ça va nourrir notre réflexion et nous aider dans la rédaction des 2 numéros spéciaux des cahiers pro persona sur cette crise 2020 qui seront publiés au début juillet. Le groupe MESCAR, que je remercie d'organiser cette conférence, vous enverra un lien qui vous permettra de visionner à nouveau cette conférence, j'imagine sans les ruptures, et de la partager autour de vous. Il y aura aussi une rediffusion sur la chaîne YouTube de MESCAR. Veuillez tout de suite prendre note de la prochaine conférence Procléro qui aura lieu en principe en présentiel au Cercle Interallié le jeudi 24 septembre à 8h30. Le nom du conférencier vous sera communiqué ultérieurement car il doit être encore confirmé. Encore merci à Pierre Delauzin, merci à vous, chers amis, de votre écoute bienveillante à travers ces moyens techniques utiles, mais vous voyez que je maîtrise très mal, mais certainement aussi des moyens peu empathiques. Puisse la lumière de la doctrine sociale de l'Église vous éclairer sur votre propre contribution à ces changements et à ces renouveaux tant espérés. Je vous souhaite à tous un très bon été. N'oubliez pas de bien vous reposer et de vous ressourcer au 24 septembre 8h30. Merci à tous. Bonne journée.